L'art aborigène est promis un brillant avenir. Il connaît un succès mondial. La Chine, l'Inde, le Japon, les États-Unis, toute l'Europe sont touchés par ses œuvres, par ses artistes. Il présente un équilibre entre sincérité, une profondeur, une signification complexe et un rendu séduisant et puissant. Il nous parle de cette terre ancienne qu'est l'Australie. Les aborigènes semblent y avoir toujours vécu. Ils sont là depuis 70 000 ans. Mais il nous parle de choses anciennes. Au travers de ses peintures, il nous parle de leur culture, de leurs croyances. Mais c'est aussi un art qui sait évoluer. Si on l'a présenté comme un art quasi religieux, au fort contenu ethnologique, c'est aussi un art contemporain. Certes, les artistes initiés connaissent encore les secrets du rêve, la puissance des signes magiques et sacrés, nous parler de l'origine du monde. C'est par ces signes qu'ils entrent en contact avec les dimensions sacrées du rêve, qui relient le passé au présent. Qu'ils se souviennent des histoires des ancêtres, qu'ils se connectent à la terre, au site sacré. La croyance dans le rêve a façonné la société aborigène et les histoires sont passées de génération en génération sur un temps très très long. Le rêve est complexe. Ce n'est pas que le passé, la période du temps du rêve où les ancêtres façonnèrent les reliefs et créèrent la vie. Le rêve agit toujours. La force des ancêtres est là, présente partout dans le désert. C'est un espace de mémoire. Il explique les connexions qu'entretiennent les initiés avec les sites sacrés, avec ce qu'ils appellent leur pays, comme ils disent. Ils en sont les gardiens. Cette mythologie du temps du rêve, les histoires des ancêtres, qui prennent vie sous forme symbolique sur les toiles, a de très fortes implications éducatives. Les lois ont été transmises par les ancêtres. Au travers des initiations comme au travers des histoires mises en scène par les peintres, ce sont des valeurs morales, des règles sociales et des connaissances, profanes et sacrées, qui sont transmises. Et ces peintures nous renvoient aussi au présent, à un passé douloureux pas si lointain, aux massacres, aux déplacements de population, aux enlèvements des enfants. Et elles nous projettent dans l'avenir. Car l'argent qu'elles drainent permet une certaine indépendance, d'envisager un avenir pour les jeunes, de mettre un visage sur un peuple, de garder la culture vivante. Il faut être initié pour peindre, et pas seulement. Souvent, il faut maîtriser complètement les connaissances. La peinture dans le désert central ou le désert occidental est très fortement liée à la culture. Les artistes puisent dans un corpus très riche de mythes, quoique les aborigènes les prennent pour la réalité, ce terme n'étant donc pas réellement approprié, mettant en scène des héros créateurs et géographie avec les éléments naturels des paysages créés par eux. Mais il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation. Des éléments de la vie cérémonielle, des détails des cérémonies apparaissent, ici objets sacrés, comme on appelle les churingas, des objets comme les jupes cérémonielles, confectionnées par les femmes, là des éléments des peintures corporelles. On y ajoute aussi des détails profanes, comme les différentes sources de nourriture. Mais il nous relie aussi au temps du rêve, car à l'époque, les ancêtres en ont collecté et mangé sur place. De même, les peintures corporelles, plus simples chez les femmes, des lignes courtes et courbes sur le haut du corps, éventuellement sur les cuisses, pouvant être très complexes chez les hommes, sont celles que les initiés ont utilisées pour leur rituel. Le présent répond au passé. Le peintre décrit les cérémonies d'aujourd'hui comme celles du passé. Comprendre une toile aborigène n'est pas si simple. L'un de nos derniers ouvrages sur le sujet s'intitule Tali. Il s'agit d'un mot aborigène désignant les dunes. Des artistes ont peint des toiles décrivant uniquement ces dunes. Ces compositions peuvent se résumer à des lignes séparées, juste par des bandes de points. Mais si le schéma est très simple, très dépouillé, quoique le rendu parfois saisissant avec un mouvement très dynamique et des effets optiques, il peut se référer à des histoires complexes. Les dunes peuvent par exemple résulter de la perte de cheveux ou de la barbe d'un ancêtre et faire partie d'une histoire aux nombreux développements. Là où nous avons écrit notre histoire pour laisser une trace, les aborigènes ont développé une culture orale, mais où des signes et la manière de les agencer
peuvent parfois s'apparenter à un langage. Encore aujourd'hui, lorsqu'on raconte une histoire profane aux jeunes, on dessine au sol avec le doigt des cercles, des lignes qui se réfèrent aux endroits où l'on va se rendre pour ramasser des baies. Mais bien que le caractère sacré, symbolique soit toujours très fort, ce serait une erreur de penser que l'art aborigène soit une chose rigide. Il a considérablement changé depuis 1971, date de la création de mouvements artistiques réels dans le désert. Les peintres réfléchissent à la meilleure façon d'extérioriser leurs pensées comme leurs connaissances. L'approche artistique est très présente. Le désir de réaliser une œuvre puissante visuellement n'est pas opposé au désir de préserver une culture, de la diffuser, de la transmettre aux jeunes générations. Aujourd'hui, en voyant une toile pointilliste, le public sait reconnaître qu'il s'agit d'une peinture aborigène. Mais trop souvent, toute la production artistique ou artisanale est jugée dans sa globalité. J'entends ici ou là, dans des expositions que nous organisons, j'aime ou au contraire, je n'aime pas l'art aborigène. Il ne viendrait pas à l'esprit de juger toute la production artistique européenne en bloc. On peut être sensible au Nabi, à l'école de Pont-Aven, et moins à celle de Barbizon, aimer l'avant-garde hongroise, et moins l'expressionnisme abstrait. Pour ce qui est de l'art aborigène, c'est pareil. On peut être sensible plus ou moins à l'art de telle ou telle région, à celle d'un groupe plutôt qu'à une autre, à une période plutôt qu'à une autre. Les peintures sont diverses et reflètent, lorsqu'il s'agit de vrais artistes, et là il faut être aussi utile, il y a aussi une production abondante d'œuvres dans l'art aborigène qui s'apparente davantage à l'artisanat, le style particulier de chaque artiste. Le vrai artiste se saisit des rêves, puise dans sa culture, mais en donne une lecture personnelle. L'Australie est grande comme 14 fois la superficie de la France. Le nom aborigène a été choisi pour désigner des gens qui s'appellent Walpiri, Pintupi, Jaru, Keja, Aranda, différents groupes linguistiques liés par une croyance commune, en ce que les Blancs traduisent par le rêve, dreaming en anglais, et le temps du rêve, dream time. De cette notion capitale va dépendre toute la vie culturelle, mais aussi la vie sociale. Le rêve est à l'origine du monde, il est la loi immuable. L'art aborigène découle de cette notion de rêve. Elle fonde la puissance de ses peintures, constituées de symboles transmis depuis la nuit des temps. Ces symboles sont des signes de pouvoir, les signes du pouvoir des ancêtres qui, au temps du rêve, créèrent la vie sur Terre et dont la présence spirituelle est toujours active sur les sites sacrés. Pour maintenir le lien avec son ancêtre, son rêve, l'initié doit régulièrement réaliser des cérémonies nécessitant la production d'objets. Les aborigènes croient qu'il y a longtemps, la terre était sans vie, baignée par le noir. Au temps du rêve, des ancêtres créateurs, les rêves, qui préexistaient sous terre ou dans le ciel, se sont éveillés. C'étaient des êtres au pouvoir extraordinaire, capables de se transformer, qui se manifestaient aussi sous forme de phénomènes naturels, comme la pluie ou l'orage. Durant leur voyage, et avant de disparaître de nouveau dans cette dimension sacrée du rêve, ils ont façonné le relief de la terre et donné vie aux choses, plantes, animaux, humains. Ils ont aussi transmis aux hommes leur langue et les lois, ont inventé les objets profanes comme le boomerang et les objets sacrés. Cette dimension sacrée n'est toutefois pas uniquement liée au passé, à cette genèse. C'est un espace-temps continu où passé, présent et futur cohabitent. Les ancêtres peuvent agir et décident parfois d'envoyer des messages à ceux qui savent déchiffrer les signes. Ces ancêtres ont laissé des traces visibles dans leur action. Les lieux où ils ont mangé, dormi, où ils se sont battus, qui peuvent être aujourd'hui un arbre, une grotte, un trou d'eau, etc. Mais surtout, ils ont laissé aux hommes leur énergie spirituelle. Ainsi, toute la terre est parcourue par l'énergie du rêve et peut se lire comme l'histoire de ses ancêtres. Chaque individu est associé à un rêve, un ancêtre au moins. Il est dit du rêve kangourou, par exemple. Cette relation totémique sera révélée lors de l'initiation. Les cérémonies font appel aux peintures corporelles, à des objets
aux danses et aux chants qui racontent le voyage de l'ancêtre célébré. Ces rites renforcent le lien avec le rêve qui lui-même régénère la nature. Chaque individu est le gardien des sites parcourus par son ancêtre et le détenteur de droits sur les cérémonies, chants, danses et productions artistiques associées à ce rêve particulier. Si l'on retrouve de nombreuses variantes des histoires du temps des rêves selon les régions et leurs groupes linguistiques, il n'en existe pas moins une grande homogénéité dans cette croyance. C'est d'elle que vont découler les règles de la vie sociale. La société aborigène est ainsi une société animiste qui tourne autour de cette notion de rêve. Les mythes aborigènes n'ont pour nous occidentaux que peu de sens. Pourtant, les règles sociales, si complexes, les lois, découlent bien de ces mythes. Il explique à un homme le monde d'où il vient, qui a formé tel ou tel élément naturel, la topographie, les noms. Si l'équidné, l'espèce de hérisson australien a des piquants, c'est qu'ils sont le reste de saguets plantés dans le dos de l'ancêtre équidné. Dans le fond, ce système répond au questionnement fondamental: d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Le rêve est la source de toute chose. Un enfant naît quand un esprit associé à un site, à un rêve, s'accroche à une femme. Une fois qu'il est mort, l'âme du défunt rejoint cette terre, redevient fragment du rêve, ou plus exactement devient un esprit, enfant, prêt à s'incarner de nouveau. L'organisation sociale repose donc sur la loi du rêve et sur une stricte division du travail et des obligations rituelles entre individus de sexe et générations différentes. La division de la société en moitié, en sections ou sous-sections, permet à chaque individu de trouver sa place tout naturellement et de jouer des rôles complémentaires dans la vie profane, comme lors des rites. Les aborigènes ont vécu dans le dénuement technique le plus total. Ils n'ont pas découvert le métal, pas la poterie, pas le tissu, ni pratiqué l'agriculture ou l'élevage. Mais ils ont su s'adapter de façon remarquable à leur environnement. Ils ont créé des structures sociales complexes qui ne rejettent personne, où le fait d'occuper une position importante dans le groupe n'est pas l'apanage des plus forts, mais où il est fonction des connaissances et fondé essentiellement sur l'autorité morale. Et aujourd'hui, grâce à l'art, les aborigènes nous font découvrir leur monde. Finalement, le rêve est aussi une source de revenus pour les aborigènes vivant isolés et contribue à la préservation de leur culture par le biais des expositions et des publications. Et plus indirectement, en apportant une source de revenus aux jeunes restant vivre dans les communautés. Le rêve est donc bien source de tout. Dans les communautés aborigènes, des centres d'art proposent aux artistes des toiles et du matériel, comme de l'acrylique. La plupart des artistes du centre de l'Australie utilisent la peinture acrylique. Dans le nord, on trouve également des pigments naturels. On fournit également des bâtonnets, des brosses, des pinceaux. Les artistes peuvent venir peindre directement dans le centre d'art, ou bien, pour des endroits, notamment où il n'y a pas de centre d'art, les artistes peuvent s'installer librement dans le bush ou peindre chez eux. Les artistes aborigènes utilisent peu les aplats comme les artistes occidentaux. En dehors de Kubiji, que nous venons de voir, de Karen Barnes, une jeune artiste de Yuendumu, rares sont les artistes qui utilisent cette technique. D'autres ne peignent qu'avec des traits. De larges lignes viennent couvrir la toile. La plupart des artistes qui utilisent cette technique sont des gens relativement âgés et qui ont des difficultés à peindre des points. Ils s'adaptent en fonction de leur état de santé. Certains réalisent des œuvres prodigieuses, comme ici Minnie Pearl, s'inspirant notamment des peintures corporelles, les peintures que les artistes initiés se peignent sur le corps pour les cérémonies. D'autres artistes ont également un style linéaire et décrivent soit le voyage des ancêtres,
de façon symbolique, à la manière des autres artistes utilisant le point, soit des éléments servant pour les cérémonies. Mais la plupart des artistes utilisent la technique pointilliste. La base est faite avec des lignes. Ce sont ces lignes qui décrivent les histoires associées à chaque site sacré, à la création du monde. Et les artistes viennent compléter l'œuvre, la terminer, avec notamment un petit stick en bois, et vont donc compléter la toile avec des points. On réalise d'abord à la ligne l'histoire, et ensuite on revient avec un petit bâtonnet ou une brosse dont on aura coupé l'extrémité. On va garder que 1 ou 2 mm de poil et on va réaliser les points avec. C'est la technique partagée par la plupart des artistes aborigènes. L'artiste commence donc l'œuvre en décrivant les motifs ancestraux. Ces motifs ont des dizaines de milliers d'années. Ils décrivent l'histoire d'une région, comment les éléments naturels de cette région ont été créés par les ancêtres au temps du rêve. La plupart des artistes sont assis à même le sol, même si parfois, et de ça de plus en plus, les artistes peignent sur une table, pour poser leurs œuvres sur une table. Les artistes sont assez habitués à s'asseoir par terre, même les gens très très âgés n'ont aucun souci à le faire. Certaines œuvres sont déjà tendues sur châssis. C'est plus facile, le bord va être bien régulier. D'autres artistes utilisent des toiles à même le sol qui n'ont jamais été tendues sur châssis. On voit ici Michael Nelson. Les artistes peuvent aussi combiner plusieurs autres techniques, des jetés de peinture, des petites hachures. Certains vont réaliser des œuvres uniquement faites de points. C'est le cas notamment des femmes du campement de Camel Camp à Utopia. Ces points peuvent être plus ou moins gros. Parfois ils sont extrêmement fins. Et c'est parce qu'ils sont réalisés par différents instruments. Ici, Wenja utilise des pics à brochettes. Mais on peut également utiliser ce qu'on appelle la bottle. Une petite réserve de peinture, ce qui évite de prendre à chaque fois de la matière. On peut réaliser des œuvres avec des points extrêmement fins. Il existe également des ouvertures un peu plus larges, permettant de faire des points beaucoup plus gros. On va à ce moment-là, bien sûr, beaucoup plus vite. On peut combiner différentes tailles de points. Il faut une bouteille, une réserve de peinture pour chaque couleur. Mais la technique la plus utilisée est celle du bâtonnet. Très pratique aujourd'hui, les pics à brochettes remplacent les petites brindilles trouvées dans le désert. La raison est simple, le gabarit est toujours le même. D'autres artistes utilisent des brosses dont on va enlever la partie métallique et les poils, on va garder que la grande section. Ici Tommy Watson. Le bâtonnet est alors très très large, l'extrémité, et les points très larges. D'autres utilisent que la brosse, comme Midgely, mais utilisent malgré tout la technique pointilliste. Certains artistes vont même peindre des aplats à l'aide du pic à brochette, chose qui va demander un temps extrêmement long. Ici Gracie Ward. D'autres artistes n'utiliseront jamais la brosse. C'est le cas de beaucoup d'artistes des Apiwai, les terres situées entre les différents États, le territoire du Nord, l'Australie méridionale et l'Australie occidentale. Beaucoup plus difficile, il faut réaliser l'œuvre qu'avec donc des points. Ce qui laisse, quand on voit les motifs, c'est le fond de la toile qui est laissé apparent. Il faut une plus grande maîtrise conceptuelle de l'œuvre. On ne peut pas revenir sur des défauts qui pourraient être faits. Donc cela demande une très grande technique également. Également avec la petite bottle, on peut réaliser des œuvres très colorées, même si c'est plus rare.
Les techniques les plus souvent employées par les artistes qui utilisent les bottles sont des œuvres monochromes. D'autres œuvres sont réalisées uniquement à la brosse, avec des petits motifs floraux, notamment chez les artistes d'Utopia, ici Gloria Petiard, ou Wabiloy. Mais la plupart des artistes qui utilisent ces techniques-là maîtrisent également des techniques pointillistes. Ils peuvent réaliser des œuvres extrêmement différentes les unes des autres. D'autres artistes utilisent plusieurs techniques combinées. À plat, les points, les jetés de peinture. On peut aussi réaliser des œuvres relativement figuratives. C'est le cas des artistes d'Utopia. Les artistes du nord de l'Australie, de la terre d'Arnhem, peuvent fabriquer eux-mêmes leurs instruments à l'aide de petites brindilles, de morceaux de bois. On peut ainsi constituer de lignes extrêmement fines. Finalement, les artistes aborigènes savent s'adapter. Partez du centre de l'Australie, remontez vers le nord, vous touchez les côtes, vous êtes en terre d'Arnhem, une région tropicale où les saisons sont très marquées. La saison sèche est suivie de la saison humide qui apporte avec elle des chaleurs étouffantes et des orages violents. Les différences avec le centre de l'Australie, une zone semi-désertique, ne s'arrêtent pas au climat. Les symboles utilisés par les artistes, les histoires qu'ils transmettent, l'expression sont radicalement différents, mais l'esprit est le même. Le fond reste identique, même si la forme a changé. Il s'agit bien d'évoquer le rêve, mais aussi, comme lorsque les initiés du désert ou du Kimberley revendiquent la propriété de terre au travers de chants, de danse et de peinture, de soulever des problèmes. On voit des pétitions sur écorce, des expositions qui utilisent l'art comme moyen de revendication et de lutte. Ainsi, lors de l'exposition qui célèbre les 200 ans de l'installation des Anglais en Australie, les artistes de Remingening du centre de la terre d'Arnhem réalisent autant de poteaux funéraires que d'années d'occupation. Ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de mémorial aborigène est à la fois un acte de résistance, une profession de foi, un outil pédagogique et une incroyable œuvre d'art. Pendant longtemps, pour la grande majorité des spécialistes comme pour le grand public, l'art aborigène fut celui de terre d'Arnhem. Cela tient au nombre élevé de peintures rupestres et au fait que les ethnologues ont collecté très tôt des écorces peintes, pour les premières, on va dire avant les années 1920, et des objets pour les institutions artistiques australiennes et européennes. Essentiellement depuis les années 1960, les artistes de cette région produisent des peintures pour les musées et le marché de l'art. Il s'agit surtout de peintures sur écorce, associées définitivement à cette région. Personne ne connaît exactement l'origine des peintures sur écorce. Peut-être le début du XIXe siècle. Certains pensent qu'il s'agissait à l'origine d'une simple protection contre la pluie, qu'on peignait pour passer le temps. Pour d'autres, il s'agit d'un objet précis, doté d'une fonction particulière lors des cérémonies. Aujourd'hui, le caractère sacré de certaines écorces de terre d'Arnhem et des îles du nord de l'Australie ne peut plus être mis en doute. Certains initiés de la région de Remingening racontent que l'on dormait dans des abris constitués d'écorces peintes pour se charger de l'énergie des ancêtres pendant la nuit. Les écorces d'eucalyptus sont arrachées des troncs que l'on a auparavant prédécoupés à la hache. On les passe au feu rapidement avant de les placer sous un poids pour les aplatir. Une fois sèche, lissée, l'écorce est prête à être travaillée. On écrase les pigments, le noir, du charbon de bois, fusain écrasé,
le blanc, en général du kaolin, l'ocre, avant de les mélanger au liant. Autrefois sucre d'orchidée, jaune d'œuf, cire, gomme, aujourd'hui colle acrylique. Les pinceaux sont constitués de fibres végétales, de brindilles malaxées pour obtenir le format adéquat. Parfois des poils, des cheveux ou des plumes accrochés de façon rudimentaire à un bâtonnet. Aujourd'hui, les pinceaux du commerce sont de plus en plus utilisés. Le fond est sobre, d'une seule teinte, généralement un brun, parfois du nord. L'ouest de la terre d'Arnhem est célèbre pour ses peintures radiographiques. Les animaux ou les esprits sont représentés avec leurs caractéristiques extérieures, en général de profil, mais des éléments ou des organes internes, comme la colonne vertébrale, le cœur, les poumons, sont également figurés. Ce style est probablement à la fois didactique, on peut ainsi apprendre aux jeunes chasseurs où viser l'animal, quels sont les organes comestibles, mais ésotérique également. Tel organe de tel ancêtre est à l'origine de telle colline, par exemple. On y peint aussi beaucoup les esprits mimi, des esprits ayant forme humaine qui courent, dansent et chantent. D'autres esprits reviennent souvent dans la thématique, quoique beaucoup moins fréquemment depuis une vingtaine d'années. Par exemple, les mâmes. Ils se distinguent des mimi car ils sont souvent représentés avec 4 bras. Les informations dont nous disposons sur ces esprits sont un peu confuses. Il peut s'agir d'esprits maléfiques, de l'âme d'un décédé. Ces 3 styles de peinture, radiographique, représentation des esprits mimi ou représentation des esprits mâmes, demeurent très réalistes, contrairement au style de l'Est, très géométrique, abstrait, qui peut être une surface entièrement couverte de petits traits. Mais le plus souvent, l'œuvre possède quelques motifs plus figuratifs. Ces œuvres peuvent être découpées en plusieurs sections qui sont autant d'épisodes du mythe, ainsi mis en images. Rappelons-le, malgré leur apparente différence de style avec les peintures du centre de l'Australie, les œuvres de la terre d'Arnhem révèlent aussi des cartes mythologiques. L'important semble toujours être ces petites hachures caractéristiques. Appelées arcs, elles ont été transmises par les ancêtres. Chaque clan a sa façon de les peindre, ce qui permet aux initiés de cette région d'identifier la provenance d'une œuvre. Et plus important, elles confèrent à l'objet sur lequel elles sont peintes le pouvoir et l'énergie des ancêtres. On assiste à une généralisation de ces arcs qui deviennent un élément décoratif, même si la part de la tradition et de l'ésotérique reste importante. Leur aspect lumineux et vibratoire est la manifestation de la force des ancêtres. Cette luminosité est fondamentale. Elle est censée éblouir, éclairer l'esprit de celui qui regarde la peinture et montrer ainsi la puissance spirituelle de l'ancêtre. Si dans le désert et sur le marché international, la peinture a pris le pas sur toutes les autres formes artistiques, ce n'est pas le cas en terre d'Arnhem. Souvent montrée lors des expositions sur le continent européen, la sculpture, et en règle générale les œuvres en 3 dimensions, donne lieu à une production des plus intéressantes. Les aborigènes de la terre d'Arnhem parlent volontiers de l'existence d'esprits qu'ils nomment Mimi. Ces esprits, Mimi, auraient une organisation sociale proche de celle des aborigènes, les mêmes langues, vivant en famille. Ils auraient enseigné aux aborigènes comment survivre dans cette région rocheuse de la terre d'Arnhem, comment chasser, pêcher, danser, chanter et peindre. Attention toutefois, ces êtres fantomatiques sont capables d'enlever les gens et même de tuer. Certains hommes, possédant des capacités surnaturelles, peuvent entrer en contact avec eux et apprendre ainsi leurs secrets.
D'autres formes d'objets en 3 dimensions sont également très célèbres. On peut citer la représentation des esprits Yok-Yok, une espèce de sirène que l'on peut trouver sous forme de sculpture sur bois ou de sculpture sur fibre, ou les esprits Mokoi, ou tout simplement des animaux, notamment les chiens, qui sont représentés en fibres recouverts de pigments naturels. Enfin, parmi ces œuvres tridimensionnelles, il faut évoquer les magnifiques rondins creux, les lorcornes. Ces poteaux funéraires ou ossuaires sont utilisés dans les derniers cycles des rituels de décès. Au départ, le corps recouvert des peintures totémiques est enterré ou déposé sur une plateforme dans un arbre. Puis, après plusieurs mois, voire plusieurs années, on déterre les ossements. Ceux-ci peuvent être partagés entre les membres proches du défunt jusqu'à ce qu'on décide de réaliser la dernière cérémonie, celle qui lèvera tous les tabous. Les ossements sont alors regroupés, recouverts d'ocre, broyés et placés dans des poteaux peints, des motifs du clan du défunt. Ces restes sont placés sur un site qui lui est associé spirituellement et laissés là jusqu'à leur détérioration naturelle. Il faut admettre que ces dernières années, ces cérémonies très complexes à organiser ont disparu. Seuls quelques anciens possédaient, et encore peu, toutes les connaissances pour réaliser ces rites qui marquaient la fin des tabous. Les lorcornes sont fabriqués à partir d'un tronc d'eucalyptus, évidé naturellement par les termites. Lorsque le tronc est trop endommagé, il arrive qu'on replace les restes dans un nouveau poteau, ce qui donne lieu à une nouvelle cérémonie. Enfin, les aborigènes récupèrent également les troncs creusés naturellement par les termites, mais beaucoup plus réduits, beaucoup plus fins, pour en faire les fameux didgeridoo, ces instruments de musique extrêmement populaires aujourd'hui. Le Kimberley est une région au fort contraste géographique, climatique et culturel. Les différents styles artistiques de cette région ne font que refléter ces différences. Dans le sud, les artistes utilisent les mêmes supports et les mêmes motifs que dans le désert central. La communauté de Balgo est célèbre pour ses compositions riches en couleurs où dominent les rouges, jaunes, oranges. Balgo est situé à la limite entre le désert central et le Kimberley. C'est une communauté où vivent des membres de très nombreuses ethnies, contrairement aux autres communautés célèbres pour leurs artistes comme à Utopia, Kintor, Kiwakura, Yuendumu, on ne retrouve qu'une seule ethnie. En 1974, une femme liée de façon clanique à un gardien de troupeau, Robert Thomas, est accidentée sur la route sur un lieu proche de Turkey Creek. La route était inondée après le passage du cyclone Tracy qui ravagera Darwin en décembre 1974. Sérieusement touchée, elle va être transportée par avion jusqu'au service des urgences de Perth. Avant de partir à l'hôpital, elle décède. Son décès a lieu alors que l'appareil survole un tourbillon. Nous sommes alors au-dessus de l'océan, au large de Derby, demeure de l'ancêtre serpent. L'année suivante, Robert Thomas est visité par l'esprit de cette femme lors d'une série de rêves dans lequel elle lui révèle son voyage spirituel pour regagner son pays. Dans la tradition aborigène, après le décès d'une personne, son âme rejoint l'endroit dont il est issu. Ainsi va naître le Kuril Kuril, une cérémonie donnée à Robert Thomas et dont il sera le gardien jusqu'à son décès en 1998. Cette cérémonie prend la forme d'un rituel public, nommé Palga, pouvant être vu par les non-initiés, dans une forme assez classique pour le Kimberley. Il s'agit d'un cycle narratif mettant en scène chants, danses, panneaux tenus par les officiants et qui se réfère aussi bien au monde du rêve, la dimension sacrée des aborigènes, qu'aux événements et aux éléments contemporains. Par exemple, dans les premiers panneaux, on peut voir un nuage, symbole du cyclone Tracy. C'est l'ancêtre python arc-en-ciel qui créa le cyclone Tracy et fonça sur Darwin. Pour réaliser cette cérémonie, ceux qui vont danser doivent exécuter les panneaux pour chaque passage chanté. Dans la première version qui sera donnée à Turkey Creek, les panneaux sont très sobres, une image représentant un site, un esprit ou un événement, le tout avec une économie de moyens.
Courir Courir va jouer un rôle important dans le maintien et la diffusion de la culture aborigène, et son aura dépassera très largement le cadre de la seule région de Kimberley. Les talents des artistes Gija de Turkey Creek vont alors être propulsés sur le devant de la scène artistique. Si Robert Thomas, à l'origine un homme du désert, va plutôt peindre des vues aériennes à la manière des artistes du désert, les autres artistes vont mêler vues aériennes et perspectives. Pour peindre, ils utilisent des pigments naturels, roches friables que l'on broie plus ou moins selon l'effet que l'on souhaite donner. Les talents des teintes sont alors limités, les ocres allant du jaune au marron, auxquels viennent s'ajouter le noir et le blanc. Les surfaces sont constituées d'aplats cernés par des points. Cela prend aussi les codes de la peinture du désert. Les lignes, les courbes, les formes, souvent en rondeur, évoquent les cours d'eau, les collines, nous sommes dans une région de plateau, les plaines où se sont déroulés les épisodes du Dreamtime, là où les ancêtres ont laissé des traces visibles et des empreintes spirituelles. Les artistes intègrent aussi des éléments de leur histoire personnelle, comme chez Queen et Mackenzie, ou ceux de l'histoire de la région et des profondes transformations à la fois du paysage, une route qui vient se calquer sur un itinéraire des ancêtres ou au contraire la couper par exemple, et de la culture avec l'introduction du christianisme par exemple qui a joué un rôle assez important dans le Kimberley. Ce qui frappe, c'est la façon singulière d'incorporer tous ces éléments et de jeter sur toile autant d'éléments avec un certain minimalisme, au croisé entre attraction et figuration. Le Nord est le pays des esprits Wandjina. On les retrouve peints sur les gorges de cette région et depuis quelques années, des artistes se sont mis à les peindre sur des écorces et surtout sur des toiles. De grands yeux, un nez, mais pas de bouche, un halo autour de la tête, telle est leur apparence. Ils sont associés à l'eau. Enfin, les panneaux pour les rituels ne sont pas toujours des peintures, mais peuvent être constitués par des assemblages de bois et de fibres de coton, comme les Ilma de Roy Wigham. Le Kimberley est une terre extrêmement riche. À partir de Darwin, au nord de l'Australie, vous pouvez prendre l'avion ou le bateau et vous rendre rapidement sur les îles Melville et Bathurst où résident les Tiwi. Les Tiwi ont développé un art singulier, essentiellement fondé sur la cérémonie du Kumani, un rituel de décès. Pour cette cérémonie, les artistes sculptent des poteaux en bois de fer richement décorés de motifs ésotériques. Il existe chez eux très peu de représentations figuratives, contrairement à l'art de Terre d'Arnhem, pourtant géographiquement très proche. Et ils réalisent entre autres des paniers en écorce, appelés tunga, également peints à l'ocre. L'art tiwi est caractérisé par sa sobriété et dominé par les pigments noirs. Les motifs traditionnels sont uniquement ésotériques, mais depuis peu, les œuvres figuratives sont peintes par de jeunes artistes. La production comprend aussi des tissus imprimés. Mais la jeune génération se montre plus créative et excelle dans le domaine de la céramique, ainsi que de la poterie, ou dans le domaine de la gravure. Les sculptures en bois de fer peuvent s'avérer très intéressantes, mais sont sujettes à une systématisation un peu gênante.
Le style à part des Tiwi est dû à l'insularité, à l'isolement et aux spécificités de leur culture et de leurs croyances, organisées autour des cérémonies Pukumani, liées à la mort, et Kurlama, liées à l'igname, mais indirectement à la fertilité et aux initiations. Là aussi, la palette est limitée. L'ocre jaune, qui paraît tirer vers l'or parfois, donne un marron brun une fois chauffé. Le noir et le blanc complètent cette gamme. Pas moins de 3 coopératives existent sur l'île Melville. Un exploit sur un aussi petit territoire. Mais chacune a sa spécialité. L'une imprime des tissus. Les autres se concentrent sur la sculpture, la grande tradition des Tiwi, la peinture, sur écorce, sur papier ou parfois sur toile, la gravure et parfois la poterie. Quelquefois, l'acrylique et ses couleurs acidulées remplacent les pigments et les motifs géométriques et ésotériques font place à des modèles plus figuratifs comme des oiseaux, mais il faut le reconnaître avec moins de réussite. On mesure le chemin parcouru depuis les paroles de Durkheim qui en 1912 disait « Bien que l'Australien puisse se montrer assez capable d'imiter, au moins d'une manière rudimentaire, la forme des choses, personne ne peut plus douter aujourd'hui du sens artistique prononcé de ces maîtres peintres. Notre perception des aborigènes et de leur culture a bien changé, tout comme la connaissance que nous en avons, et nous le devons en grande partie à l'art. »